Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une nouvelle fiche de lecture. Cette fois-ci, c'est la fiche de lecture qui correspond au club de lecture, aussi appelé le club du grillage, que nous avons formé avec quelques amis. Euh, donc ce trimestre, dans notre super club de lecture, nous avons lu le livre Olivia par Olivia. J'ai décidé pour en parler d'avoir une approche psychologique et sociologique. Allons-y. Alors d'abord, quel a été mon ressenti? Alors c'est une lecture que j'ai appréciée, même si elle m'a un peu gênée. C'était très rapide et plutôt prenant, même si l'histoire met du temps à se mettre en place. Et en fait, j'aime bien ce genre de récit où tout est très lent jusqu'à ce que l'intrigue se resserre dans les 50 dernières pages. L'exposition, en fait, c'est ma partie préférée dans les livres, donc là, j'étais servie. J'ai beaucoup aimé aussi que l'écriture rende complètement honneur au personnage. En fait, on la cerne très bien, elle est naïve, peu confiante, donc complètement à la merci de l'influence que les adultes peuvent avoir sur elle. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est complètement un bouquin sur la vulnérabilité des personnes fragiles et en manque d'attention. Olivia, elle appartient à une famille très nombreuse, avec des parents fantasques qu'elle décrit plus comme des connaissances que comme des parents. C'est quelque chose de somme toute classique hein, dans le monde bourgeois. Les enfants ils sont surtout éduqués par les nannies et gouvernantes. Mais voilà. Et pour sa première expérience en pension, Olivia elle est isolée et presque ignorée par ses camarades. Elle se fait une seule amie, quelqu'une qui la comprend, qui vit la même chose qu'elle, et c'est très important d'insister là-dessus. Elle se lie à cette sauveuse qui est la seule à la voir pour qui elle est et non par le prisme de l'opposition. Et ça, c'est aussi important pour la suite. Tout bascule donc lorsque Olivia elle atterrit dans ce paradis pour jeunes filles où elle est élevée à un rang supérieur. Elle est admirée, respectée, presque adulée par ses camarades. Et là encore, son caractère transparaît très bien dans la description des faits, puisqu'elle est étonnée de se voir ainsi considérée, d'avoir une telle place, et il est encore plus frappant que aucune jalousie de la part de ses camarades ne soit mentionnée. Elle semble en fait si naïve et si peu imbue d'elle-même que ses camarades ne pensent même pas à la jalouser pour sa réussite. On peut aussi voir cela comme une déformation de son soi plus âgé qui, en écrivant, fait passer son personnage pour une princesse à sa place légitime, entourée de ses sujets. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une situation qui est très enivrante pour Olivia, ce qui la rend d'autant plus réceptive à l'influence de Mademoiselle Julie. Donc lorsque Mademoiselle Julie, justement, entre dans sa vie, c'est la première figure d'autorité à donner de l'importance à Olivia. Elle commence tout juste à comprendre qu'elle a de la valeur, et soudain, cette personne admirée et admirable, qui exerce une autorité sur tout un pensionnat, la place sur le devant de la scène, à la première place, au centre de l'attention. Donc c'est évidemment pour la jeune fille un bouleversement émotionnel des plus importants, qui résulte donc en des sentiments amoureux, ou en tout cas en l'envie d'approfondir encore plus la relation et de devenir une intime, de l'être admirée, d'être encore plus spéciale à ses yeux. On a donc ici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est un ou une adulte en position d'enseignant ou d'enseignante. Ne pas favoriser des élèves, leur accorder un traitement de faveur, leur faire ressentir qu'on les apprécie plus que les autres. Et surtout, s'il est trop tard et qu'on se rend compte qu'on fait l'objet de sentiments trop forts de la part d'un ou d'une élève, il faut tout de suite mettre une distance et ne pas exacerber la chose. Par exemple, en donnant des bonbons, n'est-ce pas, mademoiselle Julie, ou en proposant de s'échanger des numéros de téléphone, n'est-ce pas, cher ex? Oui, je me suis un peu identifiée à Olivia, j'avoue. On ne doit jamais rendre fautive une jeune fille qui se retrouverait dans une relation avec son ou sa professeure. Même chose pour un jeune garçon. C'est à lui ou elle, l'adulte donc, d'être responsable et de prendre garde à son propre comportement. Mademoiselle Julie, il semble qu'elle finisse par comprendre qu'elle doit faire machine arrière, mais il est bien trop tard, après toutes les saloperies qu'elle a faites, et il n'y a plus à ses yeux d'autre solution que la cruauté. La fin du livre semble donc pouvoir être interprétée comme la compréhension de cela par Olivia. Si elle déteste pendant longtemps Mademoiselle Julie pour la façon dont elle l'a traitée, c'est lorsqu'elle se rappelle ces mots, donc ouvre les guillemets, il faut me croire, Olivia, je désire avant tout ne pas te faire de mal, fermez les guillemets. Donc c'est à ce moment-là que la colère d'Olivia s'apaise et qu'elle accepte la situation. Elle comprend que mademoiselle Julie devait agir comme cela pour son bien en quelque sorte.
On peut cependant fortement regretter la façon dont mademoiselle Julie est dépeinte, c'est-à-dire comme souffrant terriblement de cette situation, alors que ma belle, c'est toi toute seule qui t'es mise dans cette merde, et maintenant que ta go a claqué à cause de ton comportement, tu as compris qu'il ne fallait pas jouer avec le cœur des gens, et encore plus avec le cœur des jeunes filles mineures dont tu es censée t'occuper. Bref. Ce qui me questionne également énormément, c'est que tout cela est tiré d'une histoire vraie, qui est celle de l'autrice, dont le vrai nom est Dorothy Bussy. Et non, elle ne s'appelle pas vraiment Olivia. Oh my god. D'ailleurs, note, chose que je viens d'apprendre aujourd'hui, il y a une personne qui s'appelle Dorothée Ducy, qui a écrit des livres sur comment combattre les dominations et comment combattre l'inceste. Voilà, ça m'a fait énormément rire. Bref, donc Dorothy Bussy, donc l'autrice, elle s'est inspirée de ce qu'elle a vraiment vécu, puisqu'elle a en fait été scolarisée dans une pension pour jeunes filles de la Haute, appelée Les Ruches, et tenue effectivement par un couple, oui, un vrai couple, un couple de femmes. Le dénouement du livre, cependant, il est très différent de la réalité, puisque dans la réalité, Mademoiselle Cara, Caroline Dussault de son vrai nom, elle est morte après le départ de Mademoiselle Julie, Marie Souvestre de son vrai nom, qui n'est d'ailleurs pas partie au Canada, mais à Londres. Et qui est-ce qu'on a à Londres? Dorothy Bussy, qui est donc en réalité restée dans l'école de Marie Souvestre, à ses côtés, pendant très longtemps, puisque bah, elle est même devenue professeure dans cette école. On peut donc s'interroger sur ce qu'il s'est réellement passé. Dorothy Bussy avait-elle réellement des sentiments pour son enseignante? S'est-il passé quelque chose entre elles, étant donné toutes les années qu'elles ont passées par la suite ensemble? En tout cas, si Dorothy slash Olivia est partie avec Marie slash Mademoiselle Julie, cela signifie que, à l'inverse de son personnage, Marie n'a pas rejeté la jeune Dorothy, au contraire. Sympa. On peut espérer que toute cette relation ait été inventée, notamment lorsqu'on sait que la rédaction d'Olivia, elle est achevée en 1933, c'est-à-dire 2 ans après la sortie du film Jeune fille en uniforme. C'est un film qui raconte lui aussi la passion d'une élève pour sa professeure, et dont Dorothy Bussy, elle avait parlé avec l'un de ses amis, André Gide, qui est un ami gay, car elle avait plein d'amis gays, et surtout lui, mais l'on y reviendra. Précisons que lorsque Dorothy Bussy rencontre André Gide, celui-ci est en couple avec un garçon de 18 ans dont il est le précepteur depuis 4 ans et qui a 31 ans de moins que lui. Lol. André Gide est en fait un pédocriminel assumé dont les relations avec des garçons de 11 ans nous sont connues. Et il a fait d'autres dingueries, genre épouser sa cousine quasiment de force, mais bref. De quoi nous faire douter des volontés de Dorothy Bussy. Vraiment, je ne veux pas pousser encore le trope des homosexuels et du détournement de mineurs, mais elle cherche vachement, je trouve. Petit détail dont on se fout pour terminer sur la vraie vie de l'autrice, elle a terminé avec un peintre, donc un artiste, comme Olivia disait le vouloir dans le livre. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ce que je viens de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne peut même pas se réjouir d'avoir une représentation lesbienne parce que bah, c'est pas vraiment une représentation lesbienne, elle est complètement entachée par la nature de cette relation. Et j'ai l'impression que c'est comme ça pour un grand pan de l'histoire homosexuelle et féministe. Le nombre de figures et de productions qui seraient à cancel aujourd'hui, si chez les féministes, ça commence à bouger avec, par exemple, la descente progressive du piédestal de Simone de Beauvoir, ce processus semble être rendu compliqué par la sacro-sainte sororité et le « critiquer les autres femmes, c'est misogyne ». Bref, chez les queers, le sujet est encore assez tabou, surtout du côté du comportement des femmes bi et lesbiennes, pour la même raison, la sororité, etc. Mentionnons Céline Sciamma qui rencontre Adèle Haenel alors qu'elle a 17 ans et qui entre en relation avec elle alors qu'elle en a presque le double. Des productions comme Call Me By Your Name continuent d'exister aujourd'hui. Encore une fois, je ne veux pas pousser le trope des homosexuels et du détournement de mineurs, mais on parlera de tout ça dans ma prochaine fiche de lecture qui sortira dans longtemps, je dirais un mois et demi, bref. J'aimerais également parler du Bloomsbury Group. C'est un groupe d'artistes et d'intellectuels britanniques de la première moitié du XXe siècle, dans le giron duquel se trouvait Dorothy Bussy, et dont je ne connaissais pas vraiment l'existence. Alors, d'après Wikipédia, il s'agit d'un des premiers collectifs bisexuels de l'histoire occidentale contemporaine. Pour faire court, ce sont des amis qui couchaient ensemble et formaient des triangles, voire des carrés amoureux, les hommes couchant avec les hommes et les femmes avec les femmes, autant que les hommes et les femmes ensemble.
C'est notamment au sein de ce groupe qu'est née la relation entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West, qui est représentée notamment dans le film Vita et Virginia. Une relation entre deux femmes. Mais bon, voilà, on a aussi droit à des trucs très bizarres, genre la fille de Vanessa Bell. Vanessa Bell, c'est la sœur de Virginia Woolf. Elle est peintre et membre du groupe. Sa fille se marie avec l'ancien amant de sa mère et de son père. Sympa. La sociologue Catherine Deschamps, elle parle de ce groupe comme de la naissance de l'identitaire bisexuel moderne. Ah, rien que ça. Alors déjà que nous autres gays et lesbiennes, on a du mal à se constituer une constellation d'ancêtres sur lesquels s'appuyer sans découvrir qui elles sont racistes, antisémites, islamophobes, pédocriminels ou autres problématiques, on comprend mieux pourquoi les bi ont du mal à se construire une culture, si elles doivent s'appuyer sur un groupe d'intellectuels bourgeois qui se masturbent entre eux. Forcément, elles se rabattent sur les stars hollywoodiennes et autres chanteuses. Il faut dire aussi que beaucoup des figures qui elles pourraient s'approprier ont déjà été claim par les gays et lesbiennes qui voient les relations hétérosexuelles de ces figures comme des erreurs ou des camouflages, ou qui ne les voient pas du tout, et donc ils ne les voient pas comme des preuves de leur bisexualité. Bon courage mes bi, vous allez la voir votre communauté saine, vous inquiétez pas. Bref, tout ça pour dire que notre communauté LGBT en général est cruellement en manque de représentation et surtout d'histoire. Elle se rabat sur ce qu'elle peut, sur des miettes qui proviennent parfois de choses un peu nulles. Mais il ne faut pas pour autant cautionner par défaut. Il faut critiquer ces œuvres telles qu'elles sont sans les ériger en incontournables de la culture LGBT. Comme Ibar Your Name, c'est toi que je regarde. Heureusement, ce n'est pas le cas d'Olivia, hein, qui, que ce soit le livre ou le film, n'est pas très connu dans nos milieux et fait très rarement partie des recos de livres avec de la représentation LGBT. C'est donc plutôt un livre à prendre comme ayant pour sujet la fragilité psychologique et l'emprise qui est possible sur les personnes fragiles. On le voit à la récurrence du thème, puisque Mademoiselle Cara, elle est elle aussi une personne en manque d'attention, mais souffrant pour son cas également d'une grande peur de l'abandon. Or, Frau Riesner va activement la manipuler et exercer une forte emprise sur elle, tout en l'isolant des autres. Mademoiselle Cara et Olivia ont toutes les deux peu confiance en elle. On le voit très bien à la jalousie qu'elles ressentent, qui est liée pour toutes deux aux filles qui s'approchent de Mademoiselle Julie, notons-le. Cette dernière, Mademoiselle Julie, elle est à l'opposé. Elle semble sûre d'elle, détachée, elle fait montre de nombreuses qualités et est appréciée de tous. C'est exactement la raison pour laquelle des personnes moins confiantes, comme Mademoiselle Cara et Olivia, développent une telle affection pour elle. Et c'est aussi la raison pour laquelle Mademoiselle Julie est attachée à elle. Elle martyrise, volontairement ou non, ces filles fragiles et semble ne comprendre leur détresse et sa propre toxicité que bien trop tard. Pour conclure, c'est un livre qui montre donc très bien comment des personnes mal intentionnées comme Frau Gessner ou simplement toxiques comme Mademoiselle Julie peuvent exercer une emprise sur d'autres personnes plus fragiles. Cependant, même si l'un des exemples présente une jeune fille mineure sous l'emprise d'une personne plus âgée et en position d'autorité, avec les dangers qui en découlent, on a finalement du mal à savoir si cette différence d'âge est cautionnée, car elle est quand même beaucoup romantisée, ou bien si elle est dénoncée comme faisant partie du problème. Les fréquentations et la vie de l'artiste, hein, on l'a dit, peuvent nous faire pencher du côté de la première option. Mais si l'on replace l'histoire dans son contexte chronologique, dans un monde où les écarts d'âge ne semblent choquer personne, on peut voir dans cette représentation, plutôt qu'une diabolisation, ce qui serait donc un peu trop prématuré, une sorte de fable moralisante, un conseil de vie. Certains schémas de relations, par exemple celui d'une jeune élève et de sa professeure, sont risqués et n'amènent que de la souffrance, il faut donc les éviter. Voilà, ce serait la morale, on va dire, de l'histoire. Mentionnons que Dorothy Bussy, elle semblait dans sa correspondance être très amoureuse d'André Gide. Quelle idée! On peut donc imaginer que son but, donc à Dorothy Bussy, en écrivant et en lui envoyant ce roman, puisque c'est le premier à recevoir Olivia, c'était de le dissuader de continuer ses relations avec des enfants, adolescents et jeunes hommes, dont il était le précepteur pour certains. C'est une supposition, faites-en ce que vous voulez. Dans tous les cas, toute cette affaire est vraiment dégueulasse. Et le livre ramène l'éternelle question. Dénoncer tout en romantisant ou tout simplement en n'étant pas clair dans ses intentions, est-ce vraiment dénoncer? Et on peut penser, par exemple, à un véritable pilier en la matière, le Lolita de Nabokov. Voilà, j'espère que j'ai été claire, tout le monde va me cancel. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation.